Bonjour. Alors, cette troisième petite vidéo de cours, ça va servir surtout pour l'écrit. Je ne vous poserai pas de questions principalement. C'est pour rassembler un peu tout ce qu'on a dit et, disons, faire la synthèse. Donc, ça va être une vidéo très courte et je vous en mettrai une autre très courte à la suite où on débattra un peu plus, où il y aura vraiment des images, hein, quand même, des peintures. Alors, à gauche, vous avez les dessinateurs affectés d'un signe supérieur par opposition aux coloristes affectés d'un signe inférieur. C'est pour rappeler la distinction qui a lieu, non pas à l'époque, mais à toutes les époques, entre les dessinateurs qui sont les peintres valorisés, en quelque sorte, par rapport aux coloristes dévalorisés pour des raisons de genre, pour des raisons de comment dire, des raisons idéologiques de dévalorisation de la couleur qui prennent à divers éléments. Alors, à gauche, vous avez Raphaël, qui est donc un peintre du XVIe siècle et qui est du côté des dessinateurs, par opposition à Titien, qui lui est un peintre coloriste du XVIe siècle également. Donc, vous voyez comment fonctionne le tableau, hein, deux peintres, un dessinateur, un coloriste qui fonctionne comme tête de file masculine d'une histoire de l'art canonique centrée sur ces figures masculines. Ensuite, j'ai mis Poussin, qui est du côté des dessinateurs, et Rubens du côté des coloristes. Bon, tout ça vous dit encore rien parce que vous n'avez pas vu les images, vous allez les voir dans la vidéo suivante. Ensuite, j'ai reconstitué pour vous la relative difficulté du XVIIIe siècle où les théoriciens prennent une place énorme. Alors, à gauche, vous avez deux théoriciens allemands, donc Winkelmann et Mengs, qui sont des théoriciens de la ligne, de la pure ligne. C'est vraiment tout l'esprit, hein, de Baudelaire, je suis belle ou mortelle comme un rêve de pierre, l'idée de la blancheur, hein, pas de couleur, l'idée de la pierre, l'idée de la ligne parfaite. Tout ça, c'est vraiment l'esprit du temps à travers ces théories. Par opposition, alors là, je vous mets un nom auquel vous pouvez vous accrocher, c'est Diderot, parce que ça, vous connaissez. Euh, Diderot, c'est donc l'auteur des salons de Diderot, qui ont une très, très grande importance. Les salons, en fait, c'est des textes, hein, relatifs à ce qu'on appelait le salon, qui étaient des expositions annuelles de peinture, où des peintres étaient triés sur le volet par un jury, hein. C'est une tradition, là aussi, de la peinture ancienne extrêmement spécifique. Je vous ai mis aussi le nom de Vatelet qui ne vous dit rien. Alors, c'est un W-A-T-E-L-T. Je ne sais pas si c'est très lisible, en fait. Bon. Et ce Vatelet est un auteur de dictionnaire qui a une très grande importance pour Delacroix, qui a beaucoup travaillé avec le dictionnaire de Vatelet, mais qui a eu énormément d'importance aussi pour Diderot et qui fait partie des coloristes. C'est un peu pour vous montrer le camp coloriste au XVIIIe. Il n'y a pas beaucoup de peintres qui parlent entre eux, c'est surtout un débat de théoriciens. Et cependant, il y a un peintre qui apparaît, et là aussi, sans doute, vous n'en avez jamais entendu parler, bien que ce soit un mâle blanc mort, c'est Bachelier, qui est donc le peintre phare, si on veut, de Diderot pour défendre le colorisme. Et Bachelier avait travaillé notamment sur quelque chose qui a passionné les gens à l'époque, qui est ce qu'ils appellent la peinture en cire, c'est-à-dire la peinture à la cire. Donc, vous voyez, chez les coloristes, tout un intérêt comme ça pour la matière picturale, les recherches, le côté pratique et matériel de la peinture, par opposition à Winkelmann et Mengs. Alors, Winkelmann, donc, il a écrit un truc qui s'appelle Gedanken, donc mes pensées, enfin, c'est ses pensées sur l'art. Et le travail de Winkelmann a déterminé la notion de beau idéal, qui est très importante à cette époque. Et un théoricien palpitant qui s'appelle Mario Pras a écrit un livre génial sur Winkelmann où il associe toutes sortes d'éléments de la vie de Winkelmann aussi pour faire comprendre pourquoi il a développé cette théorie qui est à la fois l'adoration de la ligne pure, l'adoration de la pierre blanche parfaite. Vous savez que c'est une idée toute faite, hein. Toutes les statues antiques étaient joyeusement colorées et le Parthénon, il devait avoir un air bleu-blanc-rouge particulièrement goulayant, hein, vous imaginez bien. Bon. Et donc, mais en fait, bon, au 18e, il voit vraiment ça, quoi. Alors, on lira quelques textes, hein, pour le 18e, ça va être, on va lire des textes pour parler de la troisième section, si j'ose dire, Winkelmann-Mengs. Mais je vous recommande déjà ce bouquin de Mario Prats, qui
est tout à fait intéressant. On y reviendra. Et pour finir, je vous ai mis Ingres, David et Delacroix par opposition. Là, on est au 19e siècle. Je n'ai pas écrit 18 et 19e, j'aurais dû sur ce papier, mais enfin, vous avez compris, 17, 16, 17, 18, 19. Donc, vous voyez toute la poétique qui se développe en quelque sorte à travers ces différents items. Et ça, c'est un tableau récapitulatif. Alors évidemment, maintenant, on va commencer à décortiquer tout ça. Hein. Ça ne va pas rester comme ça. C'est juste une introduction. On va voir un peu toutes ces têtes de fil de mouvements, dessinateurs contre coloristes, et on verra aussi de façon un peu plus approfondie les textes des théoriciens dont il est question ici. Alors, j'avais un autre tableau qui vous rappelait la poétique et l'esthétique. Je vous le montre dans la vidéo suivante. Voilà, merci.